c'est un grand plaisir pour moi de vous présenter ce soir Evelyne Heyer. Alors, au siècle dernier, j'ai été marqué en tant que jeune étudiant par la lecture d'un livre extraordinaire écrit par un collègue italien, Luigi Luca Cavalli-Sforza, qui s'appelait « Gènes, peuples et langues ». Et vraiment, ça a été une révélation pour moi de voir qu'on pouvait rapprocher des études génétiques d'études linguistiques et finalement, pour comprendre les mouvements des peuples, l'histoire des peuples, et retracer cette histoire fascinante de notre espèce. Quand j'ai vu ça, je me suis dit « Ah là là, qu'est-ce que j'aimerais faire le métier qu'a fait cet homme et creuser davantage tous ces aspects-là ». Eh bien, moi, je ne l'ai pas fait, j'ai fait plein d'autres choses, mais Evelyne, elle l'a fait. Et donc, ce qu'elle va vous présenter aujourd'hui, finalement, c'est tout ce qu'on peut dire sur la compréhension de l'histoire de notre espèce à partir de très nombreux exemples qui sont pris dans des endroits extrêmement exotiques parfois, qui parfois touchent des populations qu'on connaît, dont on a entendu parler, sur lesquelles on se pose vraiment des questions auxquelles la génétique arrive à répondre. Et arrive à répondre d'une façon particulièrement jolie, puisqu'elle le fait en dialoguant avec d'autres sciences. Ça, c'est une des grandes puissances des travaux d'Evelyne, c'est qu'elle travaille au muséum dans une équipe qui lui permet d'être avec des anthropologues, avec des gens qui manipulent des gros ordinateurs et qui permettent d'analyser des jeux de données considérables comme on peut en avoir actuellement. Donc dans un environnement très favorable. Et puis avec cette autre grande qualité qu'Evelyne a, c'est d'être finalement très tournée vers la communication de ces résultats, donc au travers de conférences comme celle-ci, mais aussi d'autres initiatives, notamment muséologiques, pour lesquelles bien, on est très très content que ce soit une personne qui a un si grand spectre d'intérêt qui fasse ce travail-là. Donc vous avez devant vous une très grande femme de science, très éclectique, qui travaille dans des domaines qui sont vraiment complémentaires, qui apportent des informations tout à fait fascinantes. Et bien, je pense que vous allez passer un grand moment à écouter ces travaux. Ouais, voilà. La barre est haute, hein. J'espère pas vous décevoir. Donc l'idée de la conférence de ce soir, c'est de vous parler effectivement dans notre espèce du lien entre la culture et la génétique. D'abord, je vais faire un petit récapitulatif de données sur la diversité génétique de notre espèce dont j'ai besoin après pour la suite de mon exposé. Déjà, quelques rappels. Le génome humain est fait de 3 milliards de paires de bases, hein, c'est-à-dire que l'ADN est comme un collier de perles avec des perles de 4 couleurs, et ces perles, c'est des bases. Et donc, toute la molécule d'ADN qu'on porte dans les noyaux de nos cellules font 3 milliards de paires de bases. Et récemment, dans les années 2000, le génome a pu être lu, autant que possible, et on s'est rendu compte donc qu'on avait 25 000 gènes, donc au milieu de cet ADN, il y a des parties qui sont des gènes qui codent, et on en a 25 000. Ça a été une grande surprise. On pensait qu'on en trouverait plutôt 100 000, parce qu'environ 20 000, c'est comme ce qu'on trouve dans une drosophile, donc une petite mouche. Et au moment où les résultats sont sortis, c'est vrai que les scientifiques avant pensaient, comme l'homme est tellement mieux qu'une mouche, qu'on allait avoir au moins 100 000 gènes, mais en fait, on en a 20 ou 25 000. Alors, les différences entre les individus sont dues aux mutations. On a pu mesurer maintenant quelles sont les différences entre deux êtres humains. Quand vous prenez deux êtres humains de la planète, en moyenne, on a 1 pour 1000 de différence, c'est-à-dire sur ces 3 milliards de ce qu'on appelle de paires de bases, il y en a 1 pour 1000 différentes entre deux êtres humains, soit environ 3 millions. Alors 1 pour 1000, ça vous dit rien. Pour le situer, on a 1% de différence avec le chimpanzé. Et encore une fois, pour situer, c'est 1 pour 1000, c'est relativement peu, c'est 2 fois moins que si on compare 2 chimpanzés entre eux, ou 2 gorilles entre eux, et 3 fois moins que si on compare 2 orang-outans
différents entre eux. Donc on est une espèce qui a relativement, par rapport aux primates non humains, qui a pas beaucoup de diversité génétique. La plupart des différences génétiques entre deux individus n'ont pas d'effet sur le phénotype, c'est-à-dire elles nous changent pas. 98% de ces différences, en fait, sont plutôt utilisées pour retracer l'histoire de notre espèce. Et donc, à partir de ces données-là, il y a plusieurs éléments qui ont pu être démontrés sur notre espèce. C'est qu'on est une espèce relativement jeune, qu'on a pu démontrer l'origine africaine de notre espèce. Notre espèce émerge il y a environ 200 000 ans et, en Afrique, et on a une sortie d'Afrique qui est estimée entre 70 et 100 000 ans. L'autre élément important et qui va dans le même sens, c'est que si sur ce graphique on place la distance géographique à l'Afrique ici, et là vous avez des mesures de diversité génétique dans les populations. Chaque point, c'est une population différente, et on voit que les populations qui ont le plus de diversité génétique, c'est les populations en Afrique, et plus on s'éloigne de l'Afrique, plus on perd de la diversité génétique. Ce qui s'explique par ce qu'on appelle des effets fondateurs, c'est-à-dire si on représente schématiquement toute la diversité génétique qu'il y avait avant la sortie d'Afrique, il y a seulement une certaine diversité qui sort d'Afrique, parce que les individus qui sortent portent en eux-mêmes des mutations, de la variabilité. Ils ne peuvent pas emmener toute la variabilité qui est en Afrique, parce que c'est un nombre réduit d'individus qui sortent, c'est ce qu'on appelle un effet fondateur, et donc ils emmènent seulement une partie de la diversité génétique. Et c'est pour ça qu'après, au fur et à mesure des colonisations, on perd de la diversité génétique, plus on s'éloigne de l'Afrique. Schématiquement, vous avez un groupe d'individus qui sort d'Afrique, qui s'installe à un endroit, et de cette nouvelle population, vous avez un groupe qui part de cette population, qui va s'installer un peu plus loin, et donc qui perd de la diversité génétique par rapport à la population d'où il venait, ce qui fait que ça nous donne ce gradient de diversité génétique qui diminue plus on s'éloigne de l'Afrique. Donc schématiquement, maintenant le consensus que l'on a entre les données paléoanthropologiques et les données génétiques sur l'histoire de notre espèce est représenté sur ce schéma. Donc l'émergence de notre espèce il y a environ 200 000 ans en Afrique, on pense plutôt en Afrique de l'Est, une sortie d'Afrique, puis une colonisation avec une colonisation très ancienne en Australie, environ 50 000 ans. Ce qui est assez intéressant parce qu'on n'a jamais pu aller en Australie à pied, c'est-à-dire même au moment les plus froids où le niveau de la mer était le plus bas, on ne pouvait pas aller en Australie à pied. Il y avait toujours au moins 20 ou 30 kilomètres à traverser en bateau. Une colonisation de l'Asie continentale aux environs de 40 000 ans, de l'Europe aux environs de 40 000 ans, et plus tardivement, par le détroit de Bering, une colonisation des Amériques qui est estimée aux environs de 15 à 20 000 ans. Les travaux récents, pour ceux qui suivent un peu ce qu'on connaît sur l'histoire de l'homme, ont aussi montré qu'au moment de la sortie d'Afrique, il y avait eu du mélange avec l'homme de Néandertal, il y a eu des croisements, ce qui fait qu'on porte toutes les populations à l'extérieur de l'Afrique, on porte entre 2 et 4% de notre génome qui est issu de ces croisements, donc qui vient de l'homme de Néandertal. Toujours des études pareilles d'ADN, on dit d'ADN ancien, parce que pour montrer ça, il a fallu analyser l'ADN de l'homme de Néandertal. Et de la même manière, une autre analyse d'ADN ancien a permis de montrer qu'il y avait eu d'autres mélanges avec une autre entité, que certains appellent espèce, qui s'appelle l'homme de Denisova. C'est la deuxième étoile sur le graphique. Et que là, il y aurait eu encore une fois du mélange avec l'homme de Denisova qui touche essentiellement les populations de Papouasie-Nouvelle-Guinée et d'Australie. Alors, l'autre chose importante sur notre espèce, non seulement on est une espèce qui finalement a relativement peu de diversité génétique, mais en plus on a peu de différences génétiques entre les populations humaines. Là, c'est pour représenter schématiquement
En rose foncé, vous avez toute la diversité génétique qu'on peut retrouver dans une population, et le cercle total, c'est l'ensemble de la diversité génétique de notre espèce. C'est-à-dire que 95% de la diversité génétique se retrouve à l'intérieur des populations. Et il y a seulement 5% de la diversité génétique qui est due au fait qu'on vit dans des populations différentes. C'est des valeurs faibles, parce qu'encore une fois, si on compare avec les chimpanzés ou les gorilles, c'est pas 5%, mais c'est 30 à 40%. C'est-à-dire les chimpanzés ou les gorilles, il y a des différences entre les populations de chimpanzés ou de gorilles qui compte pour 30 à 40% de la diversité génétique de l'espèce, à tel point qu'on parle de sous-espèces chez les chimpanzés et les gorilles. Autre paramètre important dans la diversité génétique de notre espèce, c'est qu'on retrouve partout un lien entre la géographie et la proximité génétique. C'est ce qui est représenté sur ce graphique. En bas, vous avez la distance géographique. Chaque rond, c'est des populations. Et là, vous avez la distance génétique. Ce que ce graphique nous dit, c'est que plus deux populations sont éloignées géographiquement, plus aussi elles sont éloignées génétiquement. Deux populations, à l'inverse, qui sont proches géographiquement, sont proches génétiquement. Ça s'explique par deux choses, par l'histoire de la colonisation, je vous ai expliqué, qui s'est faite de proche en proche par ces effets fondateurs successifs, et aussi le fait que dans notre espèce, il y a toujours eu des échanges migratoires entre les populations de proche en proche. Des échanges migratoires, chez l'homme, c'est essentiellement quand des individus vont dans un autre endroit pour se reproduire, et chez l'homme, ça se fait de proche en proche. On n'est pas la seule espèce qui fait ça, mais en tous les cas, c'est un pattern très fort dans notre espèce. Et donc là, par exemple, c'est un exemple d'études qu'on fait en génétique. On analyse plein de populations, ça c'est les points, et on les représente sur ces graphiques qu'on appelle des ACP, où en fait on représente la proximité entre les populations. Plus deux populations sont proches sur ce graphique, comme ici par exemple, plus ça signifie qu'elles se ressemblent génétiquement. Donc là, on voit à nouveau le fameux gradient géographique, en ce sens que là, vous avez les populations africaines ici qui sont proches les unes des autres. Là, vous avez les populations européennes. Là, vous avez les populations d'Asie du Sud-Est, puis l'Océanie. Donc, on a ce pattern fort de lien entre la génétique et la géographie. Donc, on a un fort gradient géographique et peu de différence entre les populations humaines. Alors, les données génomiques maintenant à grande échelle qui sont apparues depuis une dizaine d'années ont permis aussi de développer d'autres analyses. C'est-à-dire que maintenant, on a beaucoup de données sur chaque individu. C'est-à-dire, avant, on analysait des populations humaines et on regardait 10 ou 20 bouts du génome pour analyser les populations humaines. Et maintenant, on a de plus en plus de données aussi sur chaque individu. Et une des premières études qui a exploité ce type de données-là est une étude qui a eu lieu en 2002 et en 2005, où ils ont analysé, donc avec ces nouvelles méthodes, des populations réparties à travers le monde, que vous voyez là, chaque point est une population. Et ces nouvelles études à grande échelle ont permis de sortir ce type d'études où là, chaque point, c'est pas une population, mais chaque point, c'est un individu. C'est-à-dire qu'on représente maintenant, on a un niveau de finesse où on peut représenter les proximités génétiques entre les individus. Et donc, le graphique, comme précédemment, représente ici la similarité génétique entre les individus. Donc plus deux individus sont proches sur le graphique, plus ça signifie qu'ils sont semblables génétiquement. Et on voit encore une fois, donc là chaque point est un individu, mais on voit encore une fois le gradient géographique avec là l'Afrique, là l'Europe et là l'Asie.
Mais surtout, ces études ont permis de développer des nouvelles approches qui sont des analyses qu'on dit de clusters, où l'idée, c'est de partir des données génétiques de tous les individus. On oublie leur origine géographique et on cherche à faire des groupes tels que les individus à l'intérieur d'un groupe se ressemblent le plus possible génétiquement et soient le plus différents possible d'un groupe à l'autre. C'est ce qu'on appelle des clusters. Et là, sur le graphique, on choisit le nombre de clusters qu'on veut faire. C'est ce chiffre K qui est indiqué ici, 2 clusters, 3 clusters, 4 clusters, etc. On fait tourner l'algorithme. Si on choisit 2 clusters, il va nous faire 2 groupes d'individus qui se ressemblent le plus à l'intérieur d'un groupe et qui sont le plus différents possible entre 2 groupes. Et après ça, on représente les données par ces graphiques très colorés où chaque individu, en fait, est représenté par un trait vertical. Alors là, on ne voit pas les traits des individus. Les traits que vous voyez séparent les populations. Et donc, chaque individu est représenté par un trait vertical et on représente la couleur, dit le pourcentage du génome d'un individu qui appartient plutôt à un groupe ou à un autre. Donc là, par exemple, on a une couleur orange et une couleur bleue. Là, vous voyez, tous les individus sont quasiment tout bleus. Ça signifie que l'algorithme les met toujours dans le groupe bleu. Et là, en orange, ça signifie que l'algorithme les met toujours dans le groupe orange. Et par contre, vous avez des individus ici qui sont à moitié bleus, à moitié orange. Ça signifie qu'une part de leur génome vient plutôt du groupe orange et une part de leur génome vient plutôt du groupe bleu. Donc, c'est des nouvelles représentations de la diversité génétique. Et cet article a fait un tabac parce que si vous regardez, quand on fixe le nombre de groupes égal à 5, on représente donc chaque individu en fonction des 5 couleurs orange, bleu, rose, vert et violet. Et après, on regarde d'où viennent chacun ces individus en fonction de leur groupe. Et on voit que les groupes de couleurs correspondent aussi à des groupes d'origine géographique avec l'orange qui correspond à l'Afrique, le bleu qui correspond à peu près à l'Eurasie, le rose qui correspond à l'Asie de l'Est, le vert qui correspond à l'Océanie et le violet qui correspond à l'Amérique. Grosso modo, on retrouve dans les données génétiques les 5 grands continents. Alors, quand ces résultats sont sortis, ils ont beaucoup interpellé parce que je vous ai dit avant qu'on avait un gradient génétique géographique, c'est-à-dire qu'en général, plus de populations sont proches géographiquement, plus elles sont proches génétiquement. Mais c'est un gradient, c'est quelque chose qui est continu. Pourtant, on arrive avec les données génétiques à faire des espèces de groupes d'origine géographique qui correspondent à des groupes de similarité génétique. Alors, comment réconcilier ces 2 points de vue ? Une des manières de voir ça, c'est d'imaginer en fait que dans ces gradients continus de diversité génétique, il y a en quelque sorte des barrières, c'est-à-dire il y a des endroits où il y a des limitations des échanges entre les populations. Donc, notamment, là, vous avez une barrière qui correspond à l'Himalaya, une barrière qui correspond au Sahara, des barrières qui correspondent aux îles et puis aussi d'autres barrières qui correspondent à l'Amérique. Alors, c'est pas des barrières au sens strict, c'est des barrières c'est pas des barrières qui sont étanches, mais c'est des zones du monde où finalement on a moins de flux de gènes, ce qui fait que d'un côté et de l'autre de la barrière, les populations sont un peu plus différentes génétiquement que ce qui est attendu si on avait ce gradient. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que cette étude, elle a été refaite après avec 600 000 marqueurs et avec les mêmes données et les mêmes populations. Et cette fois-ci, en fait, vous voyez apparaître des nouveaux groupes. On a toujours l'Afrique, on a toujours l'Asie de l'Est, l'Océanie et l'Amérique, mais l'Eurasie est divisée en Moyen-Orient, Europe et Asie centrale. Et en fait, c'est plutôt comme ça qu'il faut voir la diversité génétique, c'est-à-dire quand on a plus de données, on arrive à
aller plus finement à l'intérieur de ces espèces de groupes. Et d'ailleurs, c'est ce qu'ils ont fait. Là, vous avez par exemple à droite l'Asie centrale, où en fait, quand on zoome sur l'Asie centrale, on voit émerger non pas un groupe, mais 3 groupes. Un groupe jaune, un groupe orange, un groupe bleu. Quand on regarde par contre la Chine, on voit apparaître là un gradient. On voit qu'on n'arrive pas à faire des groupes. Il y a eu tellement d'échanges migratoires que finalement, les données génétiques ne sont pas suffisantes pour identifier des groupes de similarité génétique. Alors les dernières études, maintenant c'est une méthode qui est couramment utilisée, et le dernier papier qui a fait ça cette fois-ci avec 140 populations, donc voilà le genre de résultats que ça donne. Donc toujours ce fameux K, le nombre de clusters qu'on veut faire, quand on en fait 2, 3, 4, 5, 6, etc. Donc en fait, cette représentation, c'est une nouvelle manière de voir la diversité génétique, plutôt comme des boîtes, des sous-boîtes, des emboîtements de boîtes. Et c'est particulièrement intéressant parce que ça permet mieux de retracer les migrations et l'histoire migratoire de notre espèce. Alors, pour vous donner une idée, eux, ils ont travaillé avec toutes ces populations-là. Vous voyez, il y en a beaucoup plus que dans l'étude précédente. Alors, toutes ces études, elles souffrent quand même d'une limitation assez forte, c'est qu'elles sont basées que sur des gens dont les 4 grands-parents viennent du même endroit, et même dont la plupart des ancêtres viennent du même endroit, c'est-à-dire que autant qu'on le sache, ce sont des gens qui ont finalement peu bougé sur un grand nombre de générations. C'est pas le cas pour beaucoup d'individus qui ont des ancêtres qui viennent d'un peu partout. Et notamment, ça a été particulièrement bien analysé en Amérique du Nord, dans les populations afro-américaines qui ont des origines à la fois européennes et à la fois africaines. Et dans ce cas-là, c'est ce que vous voyez à K égale 2. Vous avez donc un ensemble d'individus qui ont été analysés. Vous avez des individus qui tombent que dans le cluster rouge qui correspond à l'Europe, c'est des populations européennes. Vous avez bleu qui correspond aux populations africaines. Et là, vous avez tous les Afro-Américains qui sont donc métis, qui ont une part de leur génome en bleu qui vient d'Afrique et une part de leur génome en rouge qui vient d'Europe. Et même maintenant, on fait des choses encore plus précises. On fait ce qu'on appelle on retrace les bouts du génome qui viennent chacun d'un endroit différent de la planète pour un individu. Donc là, c'est un exemple d'un génome d'un individu. Donc là, c'est tout son ADN qui est réparti selon les chromosomes. Et donc, on peut retracer en bleu les bouts de son génome qui viennent d'Afrique, en rouge les bouts de son génome qui viennent d'Europe, et en vert les bouts de son génome qui viennent, entre guillemets, d'avant la sortie d'Afrique. Et donc, on analyse maintenant les individus de cette manière-là. Et c'est ce qui se développe de plus en plus, et ça permet de retracer les origines multiples des individus. Donc, juste pour résumer schématiquement, donc à l'échelle de la planète, la diversité génétique est liée à la géographie pour 2 raisons: l'histoire de la colonisation de la planète et les échanges de proche en proche. Alors moi, ce qui m'intéresse après, c'est que ça, c'est le panorama global. Mais quand on commence à regarder dans le détail des zones du monde, là, on voit apparaître l'influence de la culture sur la diversité génétique. Donc, par exemple, il y a des travaux qui ont été faits dernièrement sur l'Angleterre, où de la même manière, en analysant le génome de plein d'Anglais, ils ont retracé, pareil, des groupes. Donc, ils ont fait des analyses de clusters, comme je vous ai présenté précédemment. Après ça, donc, ce qui est représenté là-dessus sur la carte, c'est chaque individu, on a mis la couleur du groupe auquel il correspondait de manière majoritaire.
parce que bien sûr, il y a des individus qui sont à cheval sur plusieurs groupes, et ça nous donne une carte de la diversité et de la similarité génétique au niveau de l'Angleterre. Et on voit apparaître des choses assez intéressantes, comme par exemple ici, entre les Cornouailles, là on voit deux groupes qui sont clairement différents. Vous avez un groupe rose et un groupe bleu, alors qu'en fait, il n'y a pas de barrière géographique. Donc, c'est des différences qui sont purement liées à la culture. C'est tout simplement parce que les individus préféraient se marier entre eux là et se marier peu avec ceux ici, et que eux ici préféraient se marier entre eux. À l'inverse, on voit ici que le bras de mer n'a pas créé de différence génétique entre les Écossais et les Irlandais, parce que vous voyez, vous avez le rond jaune qu'on retrouve des deux côtés de la mer. Et les zones où on a le plus de clustering et de différence, c'est bien sûr dans les îles, où là, on voit des groupes très différents selon les îles. Alors, en replaçant ces diversités génétiques de l'Angleterre dans un contexte plus large, ils ont pu retracer ce qui était dû aux invasions vikings, ce qui était dû aux Saxes, et ce qui était dû aussi à l'arrivée avant des premiers agriculteurs. Alors moi, sur les travaux sur la culture et la diversité génétique, j'ai regardé trois aspects. Le premier dont je vais vous parler, c'est la langue. On sait qu'on parle environ 6000 langues sur la planète et que ces langues ont aussi une répartition géographique. On peut faire une carte, comme une carte de diversité génétique, on peut faire une carte de diversité linguistique. Et Cavalli-Sforza, dont a parlé Bernard tout à l'heure, a montré dès les années 90 qu'en fait il y avait une concordance entre la proximité génétique et la proximité linguistique des populations. Comment il a fait ça? Il a fait ici un arbre, alors je vois pas bien, oui, il a fait un arbre des proximités génétiques entre les populations humaines à gauche, et à droite il a placé l'arbre des grandes familles linguistiques, et il a montré que grosso modo ça collait. Autrement dit, on est plus proche génétiquement d'individus qui parlent la même langue, et on est plus éloigné génétiquement d'individus qui parlent des langues différentes. Alors quand il a sorti ça, tout le monde a trouvé ça très intéressant, mais il y a une explication évidente pour ça. C'est tout simplement que les langues sont d'autant plus proches qu'elles sont proches géographiquement. En général, des langues, par exemple les langues indo-européennes en Europe, elles sont localisées géographiquement. Et comme je vous ai dit avant, la diversité génétique aussi, elle suit la linguistique. Et ben en fait, on s'est dit, ben non, c'est juste parce que quand on n'est pas loin, on parle la même langue, et quand on n'est pas loin, on échange plus de gènes. Et donc, ça crée cette proximité génétique et linguistique, avec juste un effet caché qui serait la géographie. Alors, suite à ça, il y a eu un programme qui a été monté pour essayer en fait d'explorer un peu plus cette question-là dans le détail. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai pu monter des travaux de recherche en Eurasie, enfin en Asie centrale. Alors pourquoi en Asie centrale ? Parce que c'est une zone du monde où on a deux familles linguistiques qui se rencontrent. On a la famille des langues turquiques et la famille des langues indo-iraniennes. Et l'idée, c'était de se dire, bon ben, qu'est-ce qui se passe à une échelle locale quand on a deux familles linguistiques qui se rencontrent? Est-ce que effectivement, on a moins de mariages entre familles linguistiques qu'à l'intérieur d'une famille linguistique? Et comment ça se traduit dans la diversité génétique? Donc on est allé dans les pays en stan, comme voilà, les pays d'Asie centrale, c'est 5 républiques, ex-républiques de l'URSS, donc le Tadjikistan, le Kirghizistan, l'Ouzbékistan, le Turkménistan et le Kazakhstan.
On n'est pas allé échantillonner au Turkménistan parce que c'est dans le top 10 des dictatures, les plus dictatures de la planète. C'est, je crois, juste après la Corée du Nord. Et on n'est pas allé au Kazakhstan pour une autre raison, on devait collaborer avec des Italiens qui devaient s'occuper de la partie kazakh et ils ne l'ont pas fait. Néanmoins, on a pu aller en Ouzbékistan, qui est aussi une dictature, mais un peu moins dictature, mais quand même dictature. Enfin, c'est les endroits, vous savez, où les présidents sont réélus à 90% régulièrement, et même quand ils meurent, ils ont des descendants. Enfin bon, c'est... Et le Kyrgyzstan, c'est moins une dictature, enfin c'est une dictature avec des coups d'État. Donc eux, ils ont choisi une autre stratégie, ils changent régulièrement. Et le Tadjikistan, qui est... maintenant un peu plus tranquille, mais qui a eu une grosse guerre civile. Enfin bref, ce qui nous intéressait surtout, c'est qu'il y avait plein de gens qui parlaient des langues différentes. Le karakalpak, le kazakh, le kirghize, le tadjik, le turkmène et l'ouzbek. Alors on a fait comme il se doit en génétique. La première chose qu'on a fait, c'est de représenter la proximité génétique des populations sur le même type de graphique que je vous ai montré précédemment. Et ce qui est apparu d'intéressant, c'est que je vous ai dit, dans toutes les populations, dans tous les endroits du monde, on a en général ce lien entre la proximité génétique et la proximité géographique. Mais il se trouve qu'en Asie centrale, c'est pas le cas. Si vous regardez par exemple ces deux populations en rouge, donc elles sont très proches génétiquement, vu qu'elles sont à côté sur le graphique, eh bien géographiquement, elles sont à plusieurs milliers de kilomètres d'un bout à l'autre de l'Asie centrale. À l'inverse, vous avez deux populations ici qui sont très proches parce qu'elles sont toutes dans une vallée pas loin au Tadjikistan, et elles sont quand même relativement éloignées génétiquement. Autrement dit, en Asie centrale, on a, par rapport à ce qui est attendu, qui est ce gradient-là, on a à la fois des populations éloignées géographiquement, mais proches génétiquement, et des populations qui sont éloignées génétiquement, mais qui sont proches géographiquement. Donc on est dans une zone du monde où, en tous les cas, c'est pas la géographie qui structure, qui explique la diversité génétique. Si on regarde un peu plus près les données de diversité de cette zone du monde, en fait, on voit deux groupes apparaître, et les deux groupes, le groupe en rouge correspond aux populations de langue turquique, et en bleu, les populations de langue indo-iranienne. Donc, on s'est dit qu'on allait bien sûr creuser ça, parce que ça paraissait intéressant. Donc, on a fait des échantillonnages de données linguistiques. Alors, comment on procède si on veut analyser des proximités ou des différences linguistiques? Eh bien, les linguistes ont mis au point une liste de mots qui s'appelle la liste Swadesh, qui est de 200 mots et qui a été beaucoup utilisée par les linguistes pendant tout le début du XXe siècle. Je vous ai dit, il y a à peu près 6000 langues parlées sur Terre, 6 ou 7000, selon les estimations. Et donc, il arrivait fréquemment que les gens découvraient des nouvelles langues, et pour savoir ces nouvelles langues, à quelle famille, sous-famille linguistique elles appartenaient, en fait, les linguistes se sont dotés d'une liste de mots qu'ils faisaient prononcer à quelqu'un dans la langue autochtone qu'ils voulaient étudier, et en comparant avec toutes les langues qu'ils avaient déjà étudiées, ça leur permettait de la placer dans les grandes familles linguistiques qui étaient déjà connues. Alors c'est des mots qui ont été choisis parce qu'en théorie ce sont des mots, je dirais, au cœur des langues, et qui doivent subir peu d'emprunts, bien qu'en fait ça soit pas aussi exact que ça. Mais par exemple, vous avez toutes les parties du corps, cou, ventre, dos, etc. Alors à partir de là, on a, à partir de ces données sur toutes nos populations, on a pu faire comme on fait en génétique, de faire des arbres de proximité, cette fois-ci linguistique, et qu'on a pu mettre en parallèle avec des arbres de proximité génétique. Et on a trouvé ce résultat qui est une corrélation forte entre la génétique et la linguistique, c'est-à-dire que les deux populations sont d'autant plus proches génétiquement qu'elles sont proches linguistiquement. Donc on a bien un lien fort entre la langue et la génétique.
Alors, donc, on voit les différences entre les deux groupes de grandes familles linguistiques différentes, mais à l'intérieur des groupes aussi, on trouve cette proximité. Et en fait, une manière de voir ça, c'est comme si la langue fonctionnait comme une barrière. On va avoir tendance à se marier avec quelqu'un de même langue, même s'il vit à 1000 ou à 2000 kilomètres de là. On va choisir son conjoint plutôt de même langue et on va éviter de se marier avec quelqu'un du village d'à côté si la langue est différente, et on préfère choisir un conjoint même très loin mais qui parle une langue semblable. Et c'est drôle parce que j'ai eu la chance de présenter ça il y a 2 ans au Kazakhstan, et c'était drôle parce que tous les Kazakhs dans la salle, ils faisaient comme ça. Oui, c'est vrai, on va plutôt aller chercher quelqu'un très loin mais qui parle la même langue plutôt que se marier avec quelqu'un du village d'à côté qui parle une langue différente. Donc là, on voit un premier mécanisme, comme la culture va pouvoir agir sur la diversité génétique, en fait, par le choix des conjoints. C'est-à-dire, dès le moment où il y a un critère culturel dans le choix des conjoints, eh bien, ce critère culturel va structurer la diversité génétique. Nous, on l'a analysé avec la langue, mais ça a été analysé dans d'autres cas, par exemple en Inde avec les castes, où on peut voir des différences génétiques entre les castes. Ça a été étudié aussi, par exemple, sur la religion. En Hollande, on retrouve une structuration génétique qui correspond à la séparation protestant-catholique. Donc on voit comment déjà, c'est la première manière avec laquelle la culture va pouvoir jouer sur la diversité génétique. Alors, deuxième exemple, c'est ce qu'on appelle l'organisation sociale. Vous n'en avez certainement pas conscience, mais toutes les sociétés sont organisées en fonction de différentes composantes, et même notre société, on a des règles de filiation, donc c'est de savoir si on appartient plutôt à la famille de son père, à la famille de sa mère, ou aux deux. Nous, on est dans des sociétés où on appartient aussi bien à une famille qu'à l'autre. En général, les gens, sauf accident de la vie, connaissent autant leurs grands-parents paternels que maternels. C'est ce qu'on appelle des systèmes de filiation cognatique. C'est pas le cas dans tous les endroits du monde. Il y a des filiations patrilinéaires et matrilinéaires. Je reviendrai dessus. Il y a bien sûr les règles d'alliance. Avec qui on se marie? Est-ce qu'on se marie à l'extérieur du groupe ou pas à l'extérieur du groupe? Et avec qui? Et il y a aussi les lieux de résidence. C'est-à-dire, une fois qu'on s'est marié, si on a choisi un conjoint d'un autre village, où le nouveau couple va habiter. Il peut aller habiter dans la famille de l'époux. On parle de société plutôt patrie locale, et on peut aller habiter dans le village de l'épouse, et là on parle plutôt de société matrilocale. Enfin, c'est un résumé, c'est un peu plus subtil que ça, mais grosso modo c'est à peu près ça. Et dès les années 98, il y a un résultat qui est sorti sur la diversité génétique humaine qui moi m'a particulièrement interpellé, que j'ai trouvé très intéressant. C'est qu'on a regardé la diversité génétique humaine avec deux bouts de génome différents. On l'a regardé avec ce qu'on appelle l'ADN mitochondrial. Alors, l'ADN mitochondrial, c'est de l'ADN qui est dans des petits organites qui sont dans la cellule, qui sont des mitochondries et qui servent à produire et à garder l'énergie. Et dans ces petites mitochondries, il y a un petit peu d'ADN qui est de l'ADN mitochondrial. Et cet ADN mitochondrial a la particularité de n'être transmis que par les mères. Les hommes et les femmes ont de l'ADN mitochondrial, mais ce n'est uniquement l'ADN mitochondrial de la mère qui va être transmis aux descendants. Donc ça raconte l'histoire maternelle de notre espèce. En symétrique, vous avez le chromosome Y qui, lui, est transmis que par les hommes. Et donc, cette étude était assez intéressante parce qu'ils ont regardé les différences entre les populations humaines, et donc ils ont mesuré le niveau de différence entre les populations humaines. Et donc, si on mesure le niveau de différence entre les populations humaines avec l'ADN mitochondrial, on trouve cette valeur-là, donc on va dire à peu près 0,2. Alors que si on mesure les différences entre les populations humaines avec le chromosome Y, vous voyez, on trouve 0,6, des valeurs beaucoup plus élevées. C'est-à-dire que les populations humaines sont beaucoup plus différentes les unes des autres quand on regarde le chromosome Y, c'est-à-dire l'histoire paternelle,
qu'elles ne le sont quand on regarde l'histoire maternelle, c'est-à-dire l'histoire que l'on retrouve avec l'ADN mitochondrial. Autrement dit, il y a moins de mouvements, il y a moins de migration entre les populations par le chromosome Y. C'est ça qui explique que les populations sont différentes. S'il y a des échanges migratoires, les populations, elles vont tendance à se ressembler. Le fait qu'il y ait plus de différences, ça signifie qu'il y a moins de migration par les hommes entre les populations. À l'inverse, le fait que les différences entre les populations par l'ADN mitochondrial soient plus faibles, ça signifie qu'il y a plus d'ADN mitochondrial qui a bougé entre les populations. Autrement dit, il y a plus de femmes qui ont bougé entre les populations. Et c'est d'ailleurs ce que titre cet article, c'est qu'avec les données génétiques, ils ont pu montrer qu'il y avait beaucoup plus de femmes qui ont migré que d'hommes. Autrement dit, on est une espèce où ce sont les femmes qui migrent beaucoup plus que les hommes, ce qui est contre-intuitif. On a toujours l'image de l'explorateur qui va à l'autre bout de la planète, etc. Mais s'il ne se reproduit pas, génétiquement, c'est zéro, quoi. Alors que les femmes, elles bougent certainement peut-être moins loin, mais souvent, quand elles bougent, elles vont donner naissance à des descendants. Autrement dit, elles font bouger les gènes. Et effectivement, l'explication qui a été donnée à ça, c'est cette patrilocalité. Quand un époux et une épouse viennent d'endroits différents et se marient, en général, ils vont aller s'installer dans le village de l'époux. Donc c'est la femme qui bouge. La femme bouge alors que l'homme, finalement, il reste dans le village d'où il vient. Et effectivement, on estime que 80% des populations humaines sont patrilocales. C'est-à-dire qu'en général, dans les populations humaines, c'est effectivement les femmes qui bougent d'un village à un autre et non pas les hommes. Et c'est ça qui fait que globalement, au niveau de la planète, on a plus de similarités entre les populations humaines quand on regarde cet ADN mitochondrial, c'est-à-dire quand on regarde l'histoire des femmes. Les populations se ressemblent plus par les femmes que par les hommes. Alors, pour démontrer formellement ça, il y a bien sûr d'autres chercheurs qui se sont dit on va regarder ce qui se passe dans les sociétés matrilocales. Dans les sociétés matrilocales, c'est les hommes qui bougent, et effectivement, dans les sociétés matrilocales, les distances génétiques entre les populations par le chromosome Y qui bouge sont moins fortes, donc 0,13, alors que les distances génétiques entre les populations par l'ADN mitochondrial des femmes qui ne bougent pas sont plus élevées. Donc, ça a permis effectivement de mettre en avant l'importance de ce paramètre de l'organisation sociale, la patrilocalité ou la matrilocalité, sur la répartition de la diversité génétique. Donc c'est encore un autre facteur culturel d'être dans des sociétés plutôt matrilocales ou patrilocales qui joue encore une fois sur la manière dont va être répartie la diversité génétique. Alors nous, en Asie centrale, ils sont tous patrilocaux, donc on n'avait pas à regarder patrilocal et matrilocal, mais par contre, il y a des sociétés qui sont dites patrilinéaires. Alors je vais vous expliquer ce que c'est qu'une société patrilinéaire. Une société patrilinéaire, c'est une société qui se voit comme ça, c'est-à-dire que là, vous avez les individus. Les individus appartiennent à des lignages et ils disent qu'ils appartiennent à un lignage parce qu'ils ont un ancêtre commun à ce lignage-là par voie paternelle. Plusieurs lignages sont regroupés en clans parce qu'ils disent qu'ils ont un ancêtre commun au clan par voie paternelle. Et plusieurs clans sont regroupés en tribus parce qu'ils disent qu'ils ont un ancêtre commun par voie paternelle. À la naissance, vous avez le lignage, le clan et la tribu de votre père et il s'est transmis aux descendants uniquement par les pères. C'est pour ça qu'on dit que c'est patrilinéaire. Vous avez des sociétés où c'est la même chose, mais c'est matrilinéaire, c'est transmis par les femmes. Mais en Asie centrale, les sociétés sont patrilinéaires. Alors, c'est tellement important que, par exemple, ça, c'est une photo au mur de la mairie d'un village au Kyrgyzstan où la généalogie par voie paternelle est affichée dans la mairie. Et chacun est capable de vous donner son lignage, son clan et sa tribu.
Alors, quand on a vu ça, on s'est dit, tiens, ça c'est un paramètre d'organisation sociale qui peut être intéressant. Est-ce que ça va jouer sur la diversité génétique ou pas? Alors, les ethnologues, bien sûr, nous ont dit pas du tout, c'est uniquement mythique, c'est quelque chose qui est construit socialement, ça n'existe pas, ça correspond pas à des choses biologiques. Bon, on s'est dit, on va regarder, hein, pourquoi pas. Et donc, on a analysé conjointement des individus dont on avait cette généalogie sociale et les données génétiques. On a regardé leur chromosome Y, vu que c'est transmis par les hommes, avec l'idée fort simple, si des individus ont le même ADN, le même chromosome Y, c'est qu'ils ont un ancêtre commun. À l'inverse, s'ils sont tous différents génétiquement pour le chromosome Y, c'est qu'ils n'ont pas d'ancêtre commun. Et comme ça, on a pu montrer que effectivement, au niveau du lignage et du clan, là, au niveau du lignage et du clan, on retrouve la trace génétique de cet ancêtre. C'est-à-dire que dans un même lignage, les individus se ressemblent beaucoup pour leur chromosome Y. On retrouve ça aussi au niveau du clan, mais on ne retrouve pas ça au niveau de la tribu. Donc, à l'échelle du lignage et du clan, cet ancêtre décrit socialement correspond aussi à quelque chose qui existe d'un point de vue biologique. Donc, c'est ce que j'ai résumé là. Et après, on a regardé, alors quelles sont les conséquences génétiques de ce type d'organisation sociale. On a pu montrer que, bien sûr, ça augmentait à l'intérieur des populations la similarité génétique pour le chromosome Y, et ça augmentait les différences entre populations pour le chromosome Y. Ce qu'on retrouve très bien, encore une fois, sur cet ACP. En bleu, vous avez toutes les populations qui sont patrilinéaires, et on voit bien qu'elles sont éloignées sur le graphique, donc elles sont toutes différentes les unes des autres pour le chromosome Y. À l'inverse, ici, en rouge, vous avez toutes les populations qui ne sont pas patrilinéaires, et elles se ressemblent beaucoup pour le chromosome Y. Donc là, encore une fois, un paramètre culturel, cette fois-ci l'organisation sociale en patrilinéarité, qui joue sur l'organisation sociale. Alors, troisième paramètre qu'on a pu regarder qui est aussi intéressant, ça s'appelle la transmission du succès reproducteur. Alors l'idée, c'est qu'on a pu observer à partir de données démographiques qu'on retrouve des fois des familles qui ont beaucoup d'enfants, et ces familles qui ont beaucoup d'enfants, à leur tour, les enfants ont beaucoup d'enfants. Et à l'inverse, on a des familles qui n'ont pas beaucoup d'enfants et qui, à leur tour, les enfants n'ont pas beaucoup d'enfants. Alors encore une fois, là, c'est juste les enfants utiles génétiquement qui m'intéressent. Si vous avez 10 enfants mais qu'aucun ne se reproduit, ça fait 0 en termes d'enfants qu'on dit utiles génétiquement. Donc là, c'est les enfants qui vont eux-mêmes se marier. Et cette transmission culturelle de la reproduction, elle existe dans différentes populations humaines. Quand on a les données qui permettent de regarder ça, en fait, on la trouve, et à chaque fois, ça s'explique par des paramètres culturels. Par exemple, chez les Maoris, le rang social des femmes joue sur le nombre de descendants, parce qu'une femme de haut rang social, elle avait plus de ressources, donc ses enfants mouraient moins, donc elle avait un meilleur succès reproducteur. Et ce rang social des femmes était transmis à sa fille, qui à son tour avait suffisamment de ressources et donc avait un meilleur succès reproducteur. Ça a été mesuré aussi dans certaines populations amérindiennes, où là, ce qui joue, c'est des sociétés où il y a de la polygamie. Et en fait, un homme de haut statut social pouvait avoir plusieurs femmes et avait un bon succès reproducteur. Et comme il transmettait son statut social à son fils, lui aussi, à son tour, pouvait avoir plusieurs femmes et avait un fort succès reproducteur. On a pu le mesurer aussi dans une vallée en France, où cette fois-ci c'est lié à la propriété terrienne. Les familles qui avaient des terres, leurs enfants arrivaient tous à se marier et à rester sur place, ce qui n'était pas le cas des familles qui n'avaient pas de terre.
On a vu ça aussi au Québec, où là, c'est un lien avec la mobilité. Ça a été mesuré aussi en Islande. Alors, pour ces populations-là, on a une idée du phénomène social ou culturel qui peut agir. Ça n'empêche pas qu'il y a peut-être aussi des facteurs génétiques, tout simplement des gens qui se reproduisent mieux pour des raisons génétiques et c'est transmis à leurs descendants. C'est une hypothèse qui a été émise dans le cas des Utérites, qui sont une population aux États-Unis. Ça a été montré aussi chez les chasseurs-cueilleurs et aussi on a pu le montrer chez les sociétés patrilinéaires d'Asie centrale, mais cette fois-ci avec une transmission uniquement du côté des hommes. Alors, pourquoi on pense que ça existe souvent chez l'homme ? Eh bien, les démographes savent qu'il y a des traditions familiales. On a tendance à reproduire le même nombre d'enfants que la famille dans laquelle on a été élevé. C'est une tendance, hein, c'est jamais à l'identique, mais les démographes ont remarqué qu'il y avait une tendance assez forte. La deuxième chose importante, c'est que dans beaucoup de sociétés comme la nôtre, le succès reproducteur est lié à la richesse qui elle-même est transmise aux descendants. Donc, par exemple, en France, on a un gradient du succès reproducteur avec la richesse. C'est pas le nombre d'enfants qu'on fait, mais c'est le nombre d'enfants qui vont eux-mêmes s'installer en ménage et se reproduire. Et donc, comme on transmet ce trait qui est la richesse, eh bien, à la génération suivante, les descendants vont avoir aussi un meilleur succès reproducteur parce qu'ils ont plus de ressources. Le troisième facteur qui a été mis en avant par des travaux des ethnologues, c'est l'aide des apparentés. C'est-à-dire que quand vous êtes dans une famille, si vos parents ont beaucoup d'enfants, ça veut dire que vous, quand vous allez vous reproduire, vous avez beaucoup de frères et sœurs. Vous avez même beaucoup de cousins si eux-mêmes ont eu beaucoup de frères et sœurs. Et cette aide des apparentés, donc vous avez un réseau familial plus dense. Et du coup, ça vous permettrait à votre tour, à vous, à mieux vous reproduire, à mieux pouvoir élever votre descendance. Alors, donc, on voit bien cette transmission du succès reproducteur qui peut agir dans les populations humaines. Et ça a des conséquences génétiques. On a pu montrer que ça augmentait les différences génétiques entre les populations, que ça diminuait la diversité génétique à l'intérieur des populations. Et en fait, on a pu montrer dans plusieurs cas que ça expliquait pourquoi dans certaines populations, on avait certaines fréquences de maladies héréditaires assez élevées qu'on retrouvait dans ces populations-là et pas dans d'autres. Donc, encore une fois, c'est un autre facteur culturel qui va pouvoir jouer aussi sur l'évolution de la diversité de l'espèce. Dernier exemple qui est un peu différent parce que c'est d'autres règles sociales. C'est un autre terrain que j'ai pu monter qui cette fois-ci est pas en Asie centrale mais qui est en Afrique centrale. Malheureusement, j'ai monté le terrain mais j'ai pas eu beaucoup l'occasion d'y aller. Donc c'est surtout un collègue qui a fait beaucoup du travail de terrain. Et où on allait étudier les populations pygmées, qui sont des chasseurs-cueilleurs, qui côtoient les agriculteurs. Donc on a échantillonné, encore une fois, là, toutes ces populations en rouge, c'est les pygmées, et en bleu, c'est leurs voisins. Et on a pu, après plein d'études diverses et variées, avec des équipes avec lesquelles on travaille aussi à l'Institut Pasteur, on a pu retracer l'histoire des populations d'Afrique centrale. Alors, grosso modo, on pense que en bleu, vous avez les populations d'agriculteurs et en rouge, les pygmées, les chasseurs-cueilleurs. Ils sont issus d'une population ancestrale il y a environ 70 000 ans. Après ça, on a une séparation entre les pygmées de l'Est de l'Afrique centrale et les pygmées de l'Ouest. Les pygmées de l'Ouest qu'on a étudié plus en détail, les populations se séparent les unes des autres au moment où on a en fait l'arrivée des agriculteurs
on a ce qu'on appelle l'expansion bantoue, et on a les agriculteurs qui arrivent en Afrique centrale et qui font que les populations pygmées se séparent les unes des autres, et on voit apparaître au bout de 2000 ans enfin les populations se côtoient pendant 2000 ans, et on commence à voir il y a environ 1000 ans du mélange génétique entre les populations d'agriculteurs et les populations de chasseurs-cueilleurs. Et là, on a vu quelque chose d'assez surprenant, c'est que les mélanges génétiques sont que dans un sens. C'est-à-dire, on a des flux de gènes que des agriculteurs vers les chasseurs-cueilleurs. Et ça, c'est assez inusité, parce qu'en général, vous avez deux populations qui sont côte à côte, elles échangent des gènes dans les deux sens. Alors que là, on a trouvé du flux de gènes, ce qu'on appelle du flux de gènes, complètement asymétrique que dans un sens. Alors comment ça s'explique ? Ben là, il faut retourner au travail plus d'ethnologie de terrain. Donc, quand on a des pygmées là vous avez en rouge les pygmées, un homme pygmée, on n'a jamais vu de mariage entre un homme pygmée et une femme agriculteur. Par contre, on s'est documenté et on voit des cas de mariage possible entre une femme pygmée et un homme agriculteur. Ça pour deux raisons. Outre l'amour, bien sûr, le fait qu'en fait, on n'a pas à payer de dot quand on épouse une femme pygmée, donc entre guillemets, ça coûte moins cher, et qu'en plus, il y a le mythe très fort d'une super fertilité des femmes pygmées. Alors, les sociétés sont patrilocales, donc l'homme villageois et la femme pygmée vont s'installer dans la famille du villageois. Et donc ça, c'est l'état des connaissances qu'on avait quand on a commencé notre projet. Donc là, on voit bien un mécanisme qui fait du flux de gènes et que dans un sens. Mais c'est l'inverse de ce qu'on trouve en génétique. Là, vous avez du flux de gènes des pygmées vers les non-pygmées. Or, nous, nos données génétiques montrent qu'on a du flux de gènes des non-pygmées vers les pygmées. Et en fait, en creusant un peu, ce qui se passe, donc ils ont des descendants, ce qui se passe, c'est qu'en fait, il y a très souvent des divorces, les unions s'arrêtent assez tôt, et dans ce cas-là, la femme retourne avec ses enfants parmi les pygmées, et dans le cas où il n'y a pas de divorce, en fait, les enfants issus d'un croisement entre un pygmée et un non-pygmée sont assez souvent ostracisés et ont à leur tour difficulté à trouver une femme dans le village des non-pygmées, et donc ils retournent chez les pygmées. Ce qui n'empêche pas aussi les enfants faits dans les bois, ce qui est certainement pas négligeable non plus, mais qui est beaucoup plus difficile à estimer. Donc en fait, ce système d'interaction entre ces deux populations différentes crée ce flux de gènes asymétrique. Et voilà à quoi ça ressemble quand on fait une analyse, encore une fois, de structure. Si on regarde à K égale 2, donc en rouge, vous avez les pygmées, en bleu, les non-pygmées, et voilà, et en bleu, les non-pygmées, et on voit que pas mal de flux de gènes des non-pygmées vers les pygmées, c'est-à-dire que toutes les populations pygmées là en rouge ont des bouts de gènes bleus. Donc c'est oui, et puis c'est variable d'une population à l'autre. Et donc on voit là encore une fois, donc là c'est des règles sociales qui vont contraindre les échanges génétiques. Donc non seulement ils les limitent, ils les font que dans un sens. Et je vous ai pas montré, mais en plus donc ça se fait uniquement par les femmes, ce qui fait qu'encore une fois en regardant l'ADN mitochondrial, le chromosome Y aussi, on voit des différences. Donc dans ce cas-là, on maintient des différences génétiques par les règles sociales. Voilà. Donc, si je résume sur culture et diversité génétique sur ces aspects-là, les comportements culturels et sociaux ont un impact sur la diversité biologique,
Et c'est important parce que cette diversité génétique, c'est ça qui va être aussi un potentiel pour, après, que la sélection naturelle agisse sur cette diversité génétique. Et donc là, je vais vous montrer d'autres exemples où cette fois-ci, c'est comment la culture et la sélection jouent entre eux. Donc, je vous avais dit sur les 3 millions, donc les 1 pour 1000 de différence entre deux individus, 98% de ces différences n'ont pas d'effet phénotypique. Mais là, il y a des mutations qui, elles, vont avoir un effet sur le phénotype. Par exemple, on sait qu'il y a des mutations qui expliquent des différences de couleur de peau, qui sont liées à l'adaptation au climat, à l'adaptation aux aliments, qu'on trouve maintenant associés à la réaction à certains médicaments et qui aussi expliquent des variabilités de résistance aux pathogènes. Effectivement, quand on sort d'Afrique, l'homme se retrouve confronté à toute une diversité de climats. Il ne faut pas oublier que nous, a priori, on est juste une espèce tropicale. Et donc, au moment où l'Homo sapiens sort et va coloniser l'ensemble de la planète, bien sûr, il rencontre d'autres environnements. L'exemple le plus connu d'adaptation à ces nouveaux environnements, c'est la couleur de la peau, qui est une adaptation à différents niveaux d'ensoleillement et aussi à l'alimentation, mais surtout à l'ensoleillement, avec une sélection pour des couleurs de peau plus claires dans les zones où il y a moins d'ensoleillement. Il y a d'autres adaptations maintenant qui sont très bien connues, comme par exemple l'adaptation à l'altitude des populations tibétaines. Maintenant, on connaît le gène qui permet qui a été sélectionné et qui permet à ces populations-là d'être adaptées à l'altitude. Et d'ailleurs, c'est marrant ce gène-là, parce que ce gène-là, il est issu du croisement avec l'homme de Denisova, vous savez, l'espèce qu'on a trouvée par l'ADN ancien, donc une ancienne espèce. Au moment où l'homme est sorti d'Afrique, il a rencontré l'homme de Denisova, qui est un cousin de l'homme de Néandertal. Il y a eu un croisement, et parmi les gènes qui sont passés de cet homme archaïque à l'Homo sapiens, il y a les gènes qui permettent l'adaptation à l'altitude. Mais une des spécificités de l'homme qu'on retrouve dans d'autres espèces, mais qui est particulièrement forte chez l'homme, c'est cette idée d'imbriquement entre culture et sélection, qui s'appelle aussi évolution bioculturelle et qui s'appelle depuis une dizaine d'années en anglais sur la niche construction. Alors niche construction, ça fait pas mal, mais en français, construction de niche, c'est pas terrible. Donc je préfère garder le terme bioculturel que de vous parler de la construction de la niche. Et voilà. Alors un des exemples bien documentés, c'est tout ce qui est lié à l'alimentation. Il y a 200 000 ans, on était tous chasseurs-cueilleurs nomades, et il y a environ 10 000 ans, on a eu ce qu'on appelle la révolution néolithique, où on voit apparaître des nouveaux modes de vie. Donc vous avez des populations qui restent chasseurs-cueilleurs nomades, comme les pygmées jusqu'à nos jours, mais vous avez des nouveaux modes de vie qui apparaissent comme éleveurs semi-nomades, et bien sûr l'émergence de l'agriculture. Donc ça, c'est un grand changement, une grande transition alimentaire qui a eu lieu il y a environ 10 000 ans. On subit à nouveau une nouvelle transition alimentaire, mais là, je vais pas en parler. Donc l'émergence de l'agriculture, donc le néolithique, c'est un moment fascinant de l'histoire de notre espèce, parce qu'il y a entre 5 et 10 000 ans, de manière complètement indépendante, dans différents endroits de la planète, on voit que l'homme change ses rapports à la nature et commence à domestiquer les animaux, les végétaux. Et par exemple, vous avez bien sûr le début de la domestication du riz en Asie, vous avez le blé, après ça mouton et chèvre au Moyen-Orient, vous avez le maïs en Amérique. Donc on a à différents endroits de la planète l'émergence de nouvelles alimentations, et donc un nouvel environnement, que l'homme lui-même se crée un nouvel environnement dans lequel il va y avoir des nouveaux phénomènes de sélection. Et l'exemple d'école, mais alors le plus classique et le mieux démontré, c'est l'exemple de la tolérance
au lactose. Depuis, il y a eu d'autres exemples, mais celui-là, il est, je trouve, très parlant. Vous savez que tous les mammifères, vous savez que pour digérer le lait, le lactose du lait, il faut une enzyme qui s'appelle la lactase, qui permet de casser le lactose du lait en glucose égale lactose. Tous les mammifères l'ont à la naissance, et chez tous les mammifères, cette lactase devient inactive à l'âge adulte. C'est-à-dire que, sauf normalement, tous les mammifères ne peuvent pas digérer le lactose une fois qu'ils sont devenus adultes. Mais il se trouve que chez l'homme, il y a des populations humaines où on a beaucoup d'adultes qui digèrent quand même le lait, c'est-à-dire qui ont une lactase qui continue à fonctionner. Ils sont tolérants au lactose, ils ont ce qu'on appelle la persistance de la lactase. Et dès les années 70, les anthropologues avaient vu qu'on retrouvait ça essentiellement dans les populations de tradition nomade. C'est-à-dire, on a des fréquences très élevées d'adultes lactase persistant au nord de l'Europe. On a différentes populations en Afrique. Et donc, la génétique a permis de démontrer formellement le pourquoi de ça, c'est-à-dire elle a permis de montrer qu'on avait eu de la sélection sur les variants qui permettent de digérer le lait. Donc ça, c'est un graphique qui représente qu'on fait des calculs pour arriver à montrer qu'il y a de la sélection sur un bout du génome. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que non seulement avec les données génétiques, on arrive à montrer qu'il y a eu de la sélection, mais on peut dater de quand date cette sélection. Et les études ont pu montrer que ces mutations qui permettent de digérer le lait quand on est adulte, effectivement, ont commencé à augmenter en fréquence il y a entre 5 et 10 000 ans en Europe, donc au moment de la transition néolithique. Et de la même manière, en Afrique, c'est d'autres mutations qui ont été sélectionnées en Afrique, ce n'est pas les mêmes que celles en Europe, mais pareil, elles ont commencé à augmenter en fréquence il y a entre 3000 et 7000 ans, ce qui colle avec les données archéologiques du moment où les populations se sont mis à consommer beaucoup de lait, à devenir éleveurs et à avoir le lait comme nutriment de base dans leur alimentation. Et donc, nous, en Asie centrale, on s'est dit qu'on allait regarder ça parce que non seulement nos populations, elles sont différentes par la langue, par l'organisation sociale, mais aussi par leur mode de subsistance. On a des populations là qui sont en rouge, qui sont des populations qui sont traditionnellement éleveurs nomades, et on a des populations en bleu qui sont traditionnellement agriculteurs. Donc, les deux divergent par leur alimentation. Les agriculteurs, ils ont une alimentation riche en carbohydrates avec des céréales et une alimentation où il n'y a pas beaucoup de protéines. À l'inverse, les éleveurs, ils ont une alimentation avec peu de carbohydrates, c'est-à-dire pas beaucoup de céréales, mais par contre beaucoup de protéines et notamment une alimentation riche en produits lactés. Donc on s'est dit, on va regarder ce qui se passe pour la tolérance au lactose, vu qu'il n'y avait pas de données sur cette zone du monde. Donc l'idée, c'est de se dire, est-ce qu'il y a des gens qui sont tolérants au lactose ou pas en Asie centrale? Est-ce que c'est la même mutation qu'en Europe ou est-ce que c'est une mutation différente comme ça a été trouvé en Moyen-Orient, en Afrique? Et à quel moment, s'il y a eu de la sélection, cette sélection a commencé à avancer? Et du coup, ça me permet de vous montrer un peu des photos de terrain, parce que, voilà. Alors, en pratique, les gens doivent arriver à jeun le matin. On mesure l'hydrogène qu'ils ont dans l'air qu'ils expirent. On mesure la glycémie à jeun. On leur donne 50 grammes de lactose. C'est l'équivalent de la quantité de lactose qu'on trouve dans 1 litre de lait. Oui, parce que même si vous n'êtes pas tolérant au lactose, tout le monde peut boire un verre de lait. Hein, ça ne rend personne malade. Par contre, si vous n'êtes pas tolérant au lactose et que vous buvez 1 litre de lait, là, vous n'allez pas être en grande forme. Alors après, qu'est-ce qu'on fait? On mesure à 20 minutes et 40 minutes la glycémie. Si la glycémie augmente, ça veut dire que les gens ont transformé le lactose en galactose, donc ils sont lactase persistants.
On mesure l'hydrogène dans l'air expiré, et là c'est l'inverse. Si vous digérez pas le lactose, vous allez faire du gaz, et donc nous on le mesure, et on mesure l'hydrogène expiré. Et donc quelqu'un qui a un pic d'hydrogène expiré, à l'inverse, c'est qu'il n'est pas lactase persistant. On a aussi fait des questionnaires de symptômes qui ne sont pas fiables. Enfin, on a fait ça à 4 heures, 8 heures et 12 heures. Et donc, finalement, on a pu montrer qu'effectivement, les éleveurs nomades sont un peu plus tolérants au lactose que les agriculteurs, mais ce n'est pas très fort comme fréquence. C'est 25%. En Europe du Nord, c'est 80-90% des gens qui sont tolérants au lactose. Alors, une des explications, c'est que en fait, on sait qu'à l'heure actuelle, une bonne partie des produits du lait sont consommés sous forme de lait fermenté ou de yaourt. Et dans ce cas-là, on n'a pas besoin de la lactase pour digérer ça, parce que finalement, c'est le processus de fermentation et les bactéries issues de la fermentation qu'ils digèrent pour vous. Alors, une des hypothèses, c'est que en fait, ces techniques-là existeraient depuis très longtemps, et que donc ça expliquerait pourquoi on n'ait pas eu cette sélection aussi forte sur la tolérance au lactose. On a pu montrer que c'était la même mutation qu'en Europe. On a pu dater quand même, pareil, que le moment où cette mutation a commencé à se répandre, ça date du néolithique comme en Europe. Et donc, pour conclure, donc, je vous ai montré plusieurs exemples comme quoi la culture joue sur la diversité biologique. Par exemple, l'alimentation, les barrières culturelles au mariage, l'organisation sociale, la transmission du succès reproducteur. Donc, ces traits culturels ont un impact sur la diversité de notre espèce et donc sur son évolution. C'est intéressant parce que au début du XXe siècle, on était dans le paradigme inverse, où on pensait que c'était la biologie qui expliquait la culture. Dans les théories racistes du début du XXe siècle, on pensait que les différences, entre guillemets, de culture entre les différents groupes humains s'expliquaient par le fait qu'ils étaient biologiquement différents. Donc là, on voit que en fait, ça inverse, on peut dire que ça renverse ce paradigme. Et donc, pour conclure, le fait que nous créons et transmettons de la culture n'est pas la fin de notre évolution biologique. Je remercie bien sûr, parce que je n'ai pas fait ça toute seule. La recherche, c'est toujours des aventures très collectives. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont participé à tous ces travaux. Et pour finir, je vous incite à venir visiter le musée de l'Homme qui a réouvert l'année dernière, dans lequel pas mal de ces aspects sont présentés. Et aussi, je vous recommande aussi un livre collectif qui a été fait par 60 chercheurs qui s'appelle « Une belle histoire de l'homme », où plusieurs des aspects que je vous ai présentés sont présentés par moi et par d'autres chercheurs. Voilà, j'ai fini. Il me revient donc le grand plaisir de commencer cette partie d'interaction avec le public par une petite question qui va permettre au public de réfléchir à ses propres questions. Faites attention de bien en avoir, parce que je pense que je peux discuter pendant 2 heures avec Evelyne sans m'en rendre compte. Evelyne, tu as dit quelque chose à un moment dans ton exposé qui a évidemment suscité ma curiosité. Tu nous as dit, bon, des changements, il y en a eu, notamment depuis le néolithique, et je vais vous parler d'un exemple. Et puis, depuis là, une époque récente, il y a encore plein de changements qui se produisent, mais ça, je ne vais pas vous en parler. Alors forcément, on se demande
sur ces aspects, alors qui sont extrêmement importants, des changements récents dans l'histoire humaine, qui ont vu des changements dans l'alimentation, des changements dans la morphologie, avec cette fameuse tendance séculaire là, qui fait que les gens, depuis le début, enfin la moitié du 19e ou le début du 20e, grandissent de façon considérable. Donc il y a tout un tas de changements à la fois culturels et puis morphologiques sur les humains et génétiquement. Alors, effectivement, sur la transition de l'alimentation récente, en fait, ça fait plutôt émerger des maladaptations, on va dire. Par exemple, nous, on a travaillé aussi sur le diabète type 2. Et l'idée la suivante, c'est que les transitions alimentaires qu'on a à l'heure actuelle sont pas forcément adaptées de la même manière sont pas adaptatifs pour toutes les populations humaines, et notamment l'alimentation maintenant qui est très riche en sucre. Les populations qui n'ont pas eu 10 000 ans depuis le néolithique avec beaucoup de carbohydrates, donc qui sont des sucres, sont moins bien adaptées à une nouvelle alimentation avec beaucoup de sucre. Et effectivement, en Asie centrale, les éleveurs nomades, donc qui eux sont pas passés par la phase agriculture et céréales, ils ont 2 fois plus de diabète type 2 dans les conditions de malbouffe actuelles que les agriculteurs. Donc on voit comment aussi ça avait été montré la première fois ça avait été montré en Amérique du Nord avec les tribus amérindiennes qui mangeaient la même chose que les gens d'origine européenne et qui avaient 2 fois, 3 fois ou 4 fois plus de diabète type 2 que les populations d'origine européenne, parce que les populations d'origine européenne, on a fait la transition néolithique il y a assez longtemps pour qu'il y ait eu des adaptations génétiques à une alimentation riche en carbohydrates. Et on voit les signatures génétiques de ces gènes-là. Donc les transitions récentes, en fait, ce qu'elles font, c'est plutôt de révéler des maladaptations dans certains cas, parce qu'on n'a pas encore le temps pour voir vraiment les sélections génétiques agir en seulement 100 ou 150 ans. Ça prend plus de temps que ça pour voir des évolutions génétiques. La seule évolution génétique qu'on voit, parce qu'il y a une sélection très forte, c'est sur des variantes du chromosome Y associées à l'infertilité au Danemark. Au Danemark, il y a 30% des jeunes hommes qui sont infertiles. Alors ça peut être des infertilités totales ou seulement mineures. Et effectivement, il y a des variants du chromosome Y qui résistent plus ou moins bien à ces nouvelles infertilités qui sont certainement dues à des polluants. On ne sait pas lesquels, c'est peut-être lié à ce qu'on met les engrais dans l'agriculture, mais on n'a pas exactement les facteurs qui jouent là-dedans. Et là, on voit vraiment des phénomènes de sélection in vivo, avec vraiment certains variants qui sont sélectionnés et pas d'autres, parce que sinon, les évolutions génétiques, elles prennent du temps. Bonsoir. J'entends pas mal parler ces derniers temps de reproduction sociale. Donc je parle là pour la société occidentale, hein, pas pour les castes en Inde, etc. Est-ce qu'il y a eu déjà quelques études génétiques sur cette idée de reproduction sociale entre la reproduction au sein des classes moyennes, supérieures, etc. Alors, en fait, comme toute population qui est structurée, que ce soit pour des raisons sociales ou culturelles, et si c'est transmis sur un grand nombre de générations, on s'attend à avoir des différences génétiques. Mais, à ma connaissance, je n'ai pas encore vu d'études sur ce sujet-là. Mais je connais quelqu'un qui va travailler dessus. Merci pour votre exposé, dont on voit bien donc l'interaction entre l'aspect génétique et culturel. Et j'ai lu dans un livre d'un Israélien que vous devez connaître, le nom est un peu compliqué, c'est Yuval Noah Hariri, qui a écrit un livre dont le titre est Sapiens, où il parle de la révolution cognitive qui aurait eu lieu à environ moins 70 000 ans, où effectivement l'aspect culturel
aurait commencé à influer beaucoup plus aurait commencé à influer par rapport à l'aspect génétique, ADN, qui prédominait, enfin, qui était exclusif auparavant. Alors, je ne l'ai pas lu le livre parce qu'on m'a dit que ça m'énerverait beaucoup. Alors, mais je pense qu'à un moment donné, il va falloir quand même que je le lise. En fait, déjà chez Néandertal, on voit ça. C'est pas spécifique à Sapiens. Chez Néandertal, on voit déjà des pensées symboliques, de la culture matérielle. On voit même ce qu'on appelle on voit des répartitions différentes. Par exemple, sur les parures, vous avez des gens qui travaillent là-dessus et qui montrent bien qu'on a déjà des groupes culturels différents, bien établis, qui laissent entendre qu'il y avait déjà des choses culturelles fortes et des transmissions culturelles fortes au moment de Néandertal. Après, les archéologues aussi, quand ils regardent les silex et les différentes silex, eux aussi, ils voient des cultures différentes. Donc, je ne suis pas sûre que ça émerge juste au moment de Sapiens. Maintenant, c'est vrai que dans notre espèce, on a cette transmission culturelle. Maintenant, il y a des travaux qui se font de plus en plus chez les animaux aussi, où on voit l'existence de ces traditions culturelles qu'on appelle des traditions. Et donc, c'est important chez l'homme, mais on n'est pas le seul à le faire, et il n'y a pas que Sapiens qui l'a fait. Voilà. Bon, merci pour cette présentation, je dis assez vraiment remarquable et passionnante. C'était un peu difficile de vous suivre tout le temps, mais c'est vraiment très, très intéressant. Justement, la question que je voulais poser est liée à votre dernière remarque, parce que j'ai vu que sur plusieurs de vos transparents, il y a des références à des animaux. Par exemple, même les mangoustes à un moment. Et à aucun moment, vous n'avez commenté ces références qui sont sur les transparents, sauf maintenant. Ouais, alors en fait, il y a des exemples qui ont été montrés du même phénomène de transmission du succès reproducteur. J'ai pas refait la biblio dernièrement, mais il y avait effectivement, ça avait été montré déjà chez les baleines, chez les orques. Après, je me souviens. Oui, les marmottes, voilà. Et effectivement, ça a été montré chez certaines espèces où on a ces espèces de transmission aussi sociale du succès reproducteur avec des techniques de chasse qui sont transmises aux descendants. Mais moi, je ne travaille pas directement dessus, donc quand je vois des références là-dessus, je les note, mais je pense que vous auriez d'autres scientifiques à faire venir sur ces questions-là. Oui, un point peut-être marginal par rapport à ce que vous avez développé. Je veux dire, marginal par rapport à l'aspect génétique. Et j'aimerais avoir des explications. C'est la coïncidence que vous paraissiez établir, vous me corrigerez si je vous ai mal comprise, entre médium linguistique ou famille linguistique et famille biologique ou génétique. Alors, pourquoi? C'est parce que il paraît évident qu'il y a eu des mutations sur le plan linguistique qui se sont produites au cours de l'histoire, notamment au cours de l'histoire récente avec la colonisation, mais aussi avec la formation de grands empires, et avec un impact de ces changements linguistiques qui est infiniment plus important que l'impact génétique des populations conquérantes qui apportaient avec elles une langue nouvelle. Premier exemple très connu, dans l'Antiquité, celle du latin. Je pense que l'impact génétique des populations du Latium sur l'ensemble va être infiniment plus faible que l'impact linguistique. C'est vrai aussi avec les conquêtes d'Alexandre, l'hellénisation de
la partie orientale de la Méditerranée. Par la suite, ensuite, la diffusion de la langue arabe, au moment de la constitution de l'Empire musulman, est vraisemblablement beaucoup plus grande que l'impact des populations sorties de l'Arabie. Et de même, la diffusion de l'espagnol... Tout à fait, mais on trouve ça, je ne suis pas rentrée dans le détail, mais par exemple, on a des populations qui parlent des langues turquiques et qui sont génétiquement indo-iraniennes. C'est-à-dire qu'il y a certaines populations en Asie centrale où on voit ce changement linguistique. Et justement, ce qui est intéressant, c'est en confrontant les deux, ce qui est chouette, c'est quand ça colle pas, quoi. Quand ça marche pas, là, on a quelque chose d'intéressant à raconter. Et en Asie centrale, c'est le cas des Turkmènes. Les Turkmènes, ils parlent une langue turquique, mais ils sont génétiquement indo-iraniens. Par contre, pour les autres populations, on ne voit pas ça. Mais sur toutes les populations de langue turquique, je dirais l'ère turquique, ça a été étudié. C'est le cas, par exemple, des populations turques de Turquie qui parlent une langue turque, alors que génétiquement, ils sont comme les populations indo-européennes autour. Oui. Mais je suis d'accord avec vous, et c'est d'ailleurs l'intérêt de confronter les deux, c'est que des fois ça marche et des fois ça marche pas. Bonjour et merci pour cet exposé. Je reviens au début de votre exposé. Vous nous avez expliqué que dans l'espèce humaine, il y avait une variabilité génétique anormalement basse par rapport à ce qu'on constate ailleurs. Et je me rappelle avoir lu quelque part, c'était pas chez Hariri, qu'il y a 70 000 ans, il y avait eu un goulet d'étranglement où les effectifs de l'espèce humaine avaient été considérablement restreints, ce qui pourrait expliquer une homogénéisation génétique ou quelque chose comme ça. Et vous n'en avez pas parlé. Alors je me suis demandé, c'est une théorie abandonnée ou c'est simplement que c'était pas le cœur de votre exposé ? Non, c'est en fait ce dont vous parlez, c'est le goulot d'étranglement qu'il y a eu au moment de la sortie d'Afrique. Il y a moins de diversité à l'extérieur de l'Afrique dans les populations humaines que ce qu'on retrouve en Afrique. Et ça, c'est ce goulot d'étranglement là. Mais sinon, d'une manière générale, quand on regarde sur l'ensemble de l'espèce humaine et quand on retrace la démographie avec les données génétiques, on ne voit pas de goulot d'étranglement sur l'ensemble de l'espèce à 70 000 ans. Si on regarde que les populations d'Asie ou d'Europe, on voit un goulot d'étranglement à 70 000 ans, mais ça a été refait il n'y a pas très longtemps, parce que ça ne fait pas si longtemps que ça qu'on a des bonnes données sur l'Afrique. Et quand ça a été refait avec les populations africaines, on ne retrouve pas ce goulot d'étranglement-là. Et on n'en retrouve pas non plus à 200 000 ans, au moment où notre espèce émerge. On n'a pas de goulot d'étranglement qui aurait pu expliquer l'émergence de notre espèce. On ne le retrouve pas dans les données génétiques. Donc ce que vous dites est exact, mais a dû être fait à un moment où on n'avait pas encore les données en Afrique. Oui. Oui, bonsoir et merci. J'ai une question qui va un peu dans le même sens. En fait, quand on dit que Sapiens a retrouvé Néandertal, est-ce qu'on peut imaginer que c'est une retrouvaille, qu'il y a bien eu un ancêtre commun avant? À quel moment? Est-ce que la génétique permet de remonter au-delà? Et finalement, est-ce que ça ne serait pas le signe, effectivement, comme peut-être le suggérait monsieur, d'une extinction à un moment, qui aurait fait disparaître l'humanité de la Terre, et un repeuplement à partir de l'Afrique, et une retrouvaille à un autre endroit sur la planète que l'Afrique, avec un descendant d'un ancêtre commun? Oui, je vous ai fait Néandertal vite, mais ça ferait juste une conférence juste Néandertal. Alors Néandertal, là où on en est avec les données d'ADN anciens, c'est que donc Néandertal, lui, il est issu d'une sortie d'Afrique avant celle de Sapiens. En fait, les sorties d'Afrique commencent, la première, elle commence à environ 1,8 million d'années, et c'est bien documenté par ce qu'on appelle l'homme de Géorgie. Et il y a eu d'autres sorties après, et il y a une de ces sorties qui, en évoluant en Europe, a donné l'homme de Néandertal. Cette sortie d'Afrique est datée, selon les estimations, c'est encore très débattu, entre 400 et 700 000 ans comme ordre de grandeur. Et donc, Sapiens, c'est une nouvelle sortie qui rencontre ceux qui étaient sortis avant. Et
ça, c'est la première chose qui a permis d'être un peu précisée. Et la deuxième chose, c'est qu'en analysant les données génétiques de l'homme de Néandertal, on a pu montrer que l'espèce Néandertal, elle était déjà en décroissance démographique avant que Homo sapiens arrive et rencontre l'homme de Néandertal. Donc c'était une espèce qui était quand même l'homme de Néandertal. Déjà, pour l'instant, il nous bat parce que c'est une espèce qui a duré pour l'instant 300 000 ans. Nous, on n'en est qu'à 200 000. Donc il a duré pour l'instant plus longtemps que nous et qui a peuplé donc l'Europe jusque le sud de la Sibérie, à peu près. Mais ils étaient déjà en décroissance quand Homo sapiens arrive. Bonsoir. À la première question qui vous a été posée, je crois, sur l'effet de la classe sociale sur la génétique, vous avez répondu que vous n'avez jamais travaillé dessus. Or, si on prend le caractère potentiel de reproduction, quel que soit le caractère que vous ayez sélectionné, par exemple en valserine, l'étendue des terres, etc., le nombre de chèvres, enfin tout ce que vous voulez, ou le rang social qui est retransmis d'ailleurs à sa descendance, on aboutit à la richesse. On aboutit à une classe sociale. Donc, est-ce que vous n'avez pas travaillé dessus? Oui, en fait, comme j'ai compris le sens de la question, c'était plus sur l'idée d'endogamie sociale dans nos sociétés actuelles. Et là-dessus, moi, j'ai pas travaillé. Mais effectivement, la valserine, vous avez raison, finalement, ça se ressemble, parce qu'il y a les propriétaires et les non-propriétaires. Donc, effectivement. Alors oui, j'ai travaillé dessus. Bon. Mais il y aurait d'autres choses à creuser, je pense, sur ces questions-là. Bonsoir monsieur, bonsoir madame. Je voudrais revenir sur votre propos tout à l'heure concernant le fait que les êtres humains que nous sommes se marient davantage sur le fait de la langue, donc apparemment d'une compréhension de l'un et de l'autre sur la base de la langue. Simplement, moi, à titre d'expérience personnelle, j'ai épousé une femme qui parle la même langue que moi, qui est du même culte que moi, mais qui n'est pas de la même culture que moi. Alors, je m'en explique. Moi, je suis né en France, j'ai toute ma culture ici, et la femme que j'ai épousée est née en Algérie, et toute sa culture est là-bas. Donc, effectivement, de par le fait de notre langue commune et de notre culte commun, ça nous a donné envie d'être ensemble. Et quand on était ensemble, on s'est rentré dedans, parce qu'au niveau culturel, on n'avait rien à voir. J'aimerais qu'à l'avenir, quand je reviendrai ici pour participer à d'autres conférences, vous ayez une explication pour moi sur ce sujet, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci. Ouais, non, mais vous avez raison. À propos des sociétés matrilocales et patrilocales, j'ai eu l'impression que vous avez montré des chiffres qui montraient une diversité plus importante dans les sociétés patrilocales que matrilocales. On avait du 0,6 pour les patrilocales, du 0,3 pour les matrilocales. Est-ce qu'il y a une explication culturelle ou est-ce que c'est juste parce qu'on ne regarde pas les mêmes marqueurs qu'on n'a pas les mêmes chiffres ? Vous avez raison, quand c'est sorti, ça avait été critiqué pour cette raison-là, parce qu'on comparait des bouts de génome différents, et donc il y a eu des gens qui ont dit oui, mais les différences qu'on trouve, c'est dû au fait qu'on compare des bouts de génome qui auraient des taux de mutation différents, mais ça a été refait après, ça a été confirmé, et finalement ils ont exclu ce biais qui aurait pu effectivement exister. Donc du coup, il y a une vraie différence de diversité génétique entre ces deux types de populations. Est-ce que vous avez une explication qu'il y a moins de mouvement finalement dans les sociétés matrilocales ou vous ne savez pas pour l'instant? Alors, oui, pardon. Le fait que quand on est en patrilocal et en matrilocal, alors en fait, l'explication, c'est que quand on a une règle de patrilocalité, elle est beaucoup mieux suivie qu'une règle de matrilocalité.
C'est-à-dire une règle de matrilocalité, elle va être moins strictement suivie qu'une règle de patrilocalité. J'ai une collègue au labo qui travaille sur des sociétés matrilocales et patrilocales, et effectivement, c'est cette différence-là qui ressort, qu'elle a pu valider aussi par les données ethnographiques de terrain qu'elle a faites, c'est-à-dire une société qui se dit matrilocale, ça va être moins, voilà, c'est moins bien suivi que patrilocale, où c'est beaucoup mieux suivi, ce qui s'explique aussi, parce que dans les sociétés matrilocales, il y a quand même toujours des choses qui sont transmises aussi de manière par les pairs, et du coup, c'est moins strict. Oui. Oui, bonsoir. Nous avons vu récemment l'exposition sur les ours au Jardin des Plantes. Ouais. Alors, eux aussi, ils ont eu leur sortie d'Afrique, sauf que ce n'était pas une sortie d'Afrique. Et la distinction entre les ours actuels, physiques, est beaucoup, beaucoup plus grande que les distinctions entre les humains qui ont évolué sur quand même environ 2 millions d'années. Alors pourquoi? Vous trouvez que... déjà, je pense qu'il y a le fait que notre espèce, c'est 200 000 ans, c'est pas 2 millions d'années. Vous avez parlé de 2 millions d'années tout à l'heure pour le premier sortie de... Alors, oui, non. Alors, notre... Sapiens, il émerge il y a 200 000 ans. Les autres espèces, c'est des espèces paléo-anthropologiques. Donc, en 2 millions d'années, on fait des différences entre des ours, comme on fait une différence entre bonobo et chimpanzé. C'est à peu près le temps de séparation de 2 millions. Nous, c'est 10 fois moins. Donc, on a eu moins le temps de faire des grandes divergences. Et en plus, nous, on est une espèce qui a toujours eu beaucoup de migrations entre les groupes. Alors, je ne connais pas l'histoire des ours, mais en tous les cas, chez les primates non humains, c'est surprenant. Les réseaux de migration sont quand même moins étendus, et donc on a plus de dérives et de différenciation entre les groupes que ce qu'on retrouve chez l'espèce humaine, où on a toujours eu beaucoup de migration. Bonsoir. À propos des relations entre biodiversité et entre culture et biodiversité chez les humains, il y a très longtemps, j'ai entendu un commentaire à propos de populations de chasseurs-cueilleurs en Amazonie qui faisait état de règles d'alliance très compliquées, par exemple qu'un homme devait se marier avec une nièce côté maternelle impérativement, enfin, dans ce genre. Et le commentaire disait que ces règles d'alliance en fait contribuaient à favoriser une diversité génétique importante dans des populations finalement très petites, où autrement la diversité aurait dû s'effondrer. Donc je me demandais si cette hypothèse tient encore, et est-ce que ça fait partie de votre champ d'étude? Ça fait partie de notre champ d'étude. En fait, l'élément, il y a deux. En fait, pour éviter de la consanguinité à l'intérieur d'une population, il y a deux manières de faire. Soit vous vous mariez à l'extérieur et vous ramenez des gènes extérieurs, donc vous amenez de la diversité. Soit vous avez des règles à l'intérieur des populations qui évitent les mariages entre apparentés proches. Et les travaux d'ethnologie montrent qu'en général, on a les deux. Et là, nous, on est en train de travailler sur ces questions-là, de voir avec les données génétiques, est-ce qu'on arrive à voir un peu la part des deux. Parce que la limitation des études ethnologiques sont de deux ordres. D'abord, vous récupérez que ce qu'on veut bien vous dire. Voilà, alors que les données génétiques, c'est ce qui s'est produit, hein, voilà. Et deuxièmement, l'intérêt des études génétiques là-dessus, c'est qu'en fait, la génétique, elle permet de retracer des choses sur un grand nombre de générations, ce que permet pas l'ethnologie. Donc, si vous observez un système de parenté à l'heure actuelle en ethnologie, vous savez pas depuis combien de temps il dure, alors qu'avec les données génétiques, on peut regarder depuis combien de temps ça dure. Et effectivement, on est en train de regarder ça. Bonsoir. Oui, bonsoir, merci beaucoup pour votre exposé. La question que je me posais, est-ce que vous mesurez aussi le niveau de la variabilité génétique au sein des groupes,
Alors par exemple, est-ce que vous vous intéressez, est-ce que nos sociétés modernes permettent d'augmenter cette variété génétique du fait des forts déplacements de population, et aussi, à contrario, est-ce que vous vous intéressez aux baisses de niveau de variabilité génétique dans certains groupes? Alors, travailler sur la population française, je ne l'ai pas encore fait, mais on est en train de commencer un programme là-dessus, parce que, en fait, c'était juste des limites de type de données qu'on pouvait avoir. Mais c'est clair que quand vous mélangez deux populations de sources différentes et que vous faites une nouvelle population avec ces deux populations de sources différentes, vous avez plus de diversité génétique que dans chacune des populations d'où ça vient. Donc ça, c'est un mécanisme. Et les mécanismes de perte de diversité génétique, c'est en général les populations isolées qui perdent petit à petit de leur diversité génétique. Et ça, c'était la théorie des isolats. Et en fait, il y en a quasiment pas de populations humaines qui ont des réductions d'effectifs et de diversité très fortes. Il y a quelques populations amérindiennes qui sont réputées pour ça, mais en général, les niveaux de diversité dans les populations humaines, à travers l'Eurasie, sont à peu près comparables. En Afrique, on a toujours beaucoup plus de diversité, même à l'intérieur d'une population. Bonjour. Je voulais savoir si vous avez déjà étudié l'impact des pathogènes sur l'évolution de l'homme. Alors, dans votre équipe. Moi, non, mais il y a un collègue avec qui on travaille justement sur les populations d'Afrique centrale qui s'appelle Luis Quintana, qui travaille sur l'adaptation des populations aux pathogènes. Parce que bien sûr, on a regardé les chasseurs-cueilleurs par rapport aux agriculteurs, vu qu'ils n'ont pas tout à fait les mêmes pathogènes, et de regarder la pression de sélection que ça fait sur les différents gènes. Et on trouve des différences génétiques en réponse à des sélections naturelles différentes. Eh bien, merci beaucoup Evelyne pour cette discussion tout à fait passionnante avec le public. Merci encore. À vous tous.